C'est une ville extraordinaire. Le Havre, sans hésiter. La mer, à 2 heures de Paris. Le Havre a été complètement rasé et totalement reconstruit. Je vais devenir Havraise. Le Havre. Du port du Havre. Il y a des gens parfois qui ont un aspect négatif sur notre ville, ils repartent emballés. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Édouard Philippe, maire de la ville du Havre. Bonjour. Bonjour. Ici, nous allons parler de votre profil littéraire, de la ville du Havre. Premièrement, discutons du côté littéraire, puisqu'est sorti récemment votre livre « Des lieux qui disent ». Alors, je vais commencer par vous citer. La part que prennent les livres lus dans les choix que l'on fait est souvent un mystère, mais elle est décisive. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Alors moi, je me demandais, est-ce que vous pouvez nous donner un échantillon des livres qui vous ont marqué dans votre vie ? Non, ce serait un peu long, mais je peux vous dire que si vous aviez la possibilité de venir chez moi, vous verriez ma bibliothèque, et que ma bibliothèque, c'est une grande partie de moi-même. Moi, je suis sur les livres, je ne les prête jamais. Je ne donne ou je ne prête jamais un livre que j'ai lu et qui est dans ma bibliothèque. En fait, la somme de tous les livres que j'ai lus, et la somme de tous les livres que vous avez lus, elle détermine, pas complètement, heureusement d'ailleurs, mais assez largement, la façon dont vous voyez le monde. Elle dit vos goûts, elle dit vos hésitations, elle dit vos transformations, elle dit vos paradoxes, elle dit au fond beaucoup de choses. Donc, moi je lis beaucoup depuis que je suis tout petit, et je continue à lire beaucoup maintenant, même si j'ai un peu moins le temps, même si je lis moins que ce que j'aimerais. Mais à chaque fois que je lis un livre qui me plaît, je le mets dans ma bibliothèque, et je sais qu'il est une partie de moi-même. Que ce soit un roman, que ce soit un livre d'histoire, que ce soit un essai, que ce soit un livre en anglais ou un livre en français, ils comptent tous. Et alors, maintenant vous êtes aussi auteur, comment l'envie d'écrire s'est installée ? Progressivement, et un peu avec hésitation, parce que je savais que j'aimais lire, mais je n'étais pas certain que je saurais écrire un livre. Et les premiers métiers que j'ai faits étaient des métiers où on écrivait beaucoup. Mon premier métier, c'était d'être juge. Et quand on est juge, on écrit énormément. Donc je savais que je pouvais écrire, je savais que j'aimais faire des discours, je savais que, mais je ne savais pas si j'arriverais à écrire un livre. Et donc j'ai commencé à écrire des romans d'abord, et puis ensuite j'ai écrit des livres un peu plus sérieux, un peu plus personnels, des essais. Et j'en ai écrit 5 au total. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un très bon exercice pour poser les choses, pour poser ce qu'on pense ou pour décrire des choses qu'on a envie de décrire. Donc c'est très réjouissant. Alors, le 13 septembre est sorti donc, votre nouveau livre, Des lieux qui disent. Est-ce que vous pouvez nous en faire une ébauche rapidement ou pas du tout ? Si. Mais c'est un livre dont l'objet, enfin dont le thème, c'est de partir de lieux qui m'ont marqué, qui ont compté. L'école que j'ai fréquentée quand j'étais petit, les hôpitaux dans lesquels j'ai été hospitalisé, des églises où j'ai pu me rendre avec mes parents. Bref, des lieux qui ont compté. Et à partir de ces lieux, de réfléchir au sujet qu'ils posent. Le sujet de l'école, c'est pas simplement le sujet intellectuel de l'école, c'est la façon dont on voit l'école, dont on a vécu l'école. La justice, pour moi, c'est pas simplement une question intellectuelle. J'ai été juge, j'ai été avocat, j'ai été législateur, j'ai même été accusé. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter, d'avoir une réflexion sur des sujets de fond, des sujets qui sont très importants aujourd'hui, à partir d'une expérience qui, voilà, je cite en exergue du livre une phrase du comte de Monte Cristo qui dit « Rien ne tapisse le fond de l'âme autant que les premiers souvenirs ». Voilà, c'est vrai. Alors, je vais revenir un peu sur la ville du Havre. Josiane, une Havraise, m'a dit « Au Havre, on n'est pas toujours solitaire dans son coin. La littérature s'expose et se partage. » Alors, que ressentez-vous en tant qu'homme littéraire et maire du Havre quand une Havraise dit ça de sa vie ? Je me réjouis d'abord parce que c'est vrai, et ensuite parce qu'il y a quelques années, il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, on a lancé une grande politique de la lecture au Havre, pas une politique du livre, mais une grande politique de la lecture pour essayer de faire en sorte que ceux qui aiment lire puissent lire encore plus facilement, et que ceux qui ne savent pas encore qu'ils aiment lire puissent se rendre compte qu'en réalité c'est formidable. Et donc on a créé des bibliothèques, on a créé des relais lecture, on a créé des festivals, on a créé des concours, on a créé toute une série de moments où l'idée c'est de pouvoir rencontrer facilement des livres
et peut-être d'avoir cette rencontre que chacun a eue une fois dans sa vie, d'une étincelle où on trouve un livre, parfois un peu par hasard, hein. Et puis on commence à lire et on se rend compte qu'on adore ça et qu'on découvre des mondes nouveaux, des sujets qu'on ignorait, des personnages qu'on... Voilà. Et c'est un grand plaisir. Donc on a au Havre en effet une grande politique de la lecture. On en est très fiers et à chaque fois que quelqu'un au Havre ou à l'extérieur me dit « Ah oui, vous faites des choses pour la lecture au Havre », j'en conçois une très grande fierté. Alors justement, il y a le festival Le goût des autres, le festival sur les épaules des géants qui s'inscrivent maintenant dans la ville du Havre. Vous en êtes l'initiateur, si je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce que ça fait de voir que ces festivals sont maintenant dans l'ADN de la ville du Havre? Eh ben je trouve ça réjouissant, mais ça prouve qu'au fond, ils correspondaient à quelque chose. Un festival de la littérature qui permet de découvrir des œuvres. Ce n'est pas simplement un salon littéraire, pas simplement un endroit où on rencontre des auteurs et où on achète des livres. C'est quelque chose où on crée des œuvres à partir de livres, où on a des lectures publiques, on a des concerts littéraires. Ça plaît beaucoup, et c'est très réjouissant. Et Sur les épaules des gens, qui est un festival scientifique cette fois-ci, qui a pour objectif de permettre à plein de gens de rencontrer des grands scientifiques qui viennent expliquer à la fois un public informé, mais aussi un public, si j'ose dire, comme moi, de bonne volonté. Pas scientifique, mais de bonne volonté. Venir leur expliquer des concepts scientifiques, des réalités scientifiques, des règles scientifiques. Et ça, c'est passionnant. Essayer de comprendre le monde physique, c'est passionnant. Et donc je trouve que ces deux festivals, ils ont en commun de parler et de proposer une réflexion et un plaisir. L'idée, c'est de se faire plaisir en devenant intelligent. Oui. Et c'est un bon programme de se faire plaisir en devenant intelligent. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, ici, quand on se balade dans la ville du Havre, surtout en été, on trouve le festival Un été au Havre partout dans la ville. Cette idée, ce festival, il est né comment et aujourd'hui, il devient quoi par rapport à la ville? On a créé cette manifestation Un été au Havre, hein, qui dure pendant tout l'été, comme son nom l'indique. Au moment du 500e anniversaire de la ville du Havre, on voulait marquer le coup. Et surtout, on voulait que les gens, qu'ils soient du Havre, c'est-à-dire connaissant très bien la ville, ou qu'ils soient d'ailleurs, la découvrant ou l'ayant connue il y a très longtemps, puissent la regarder différemment. Et pour la regarder différemment, on s'est dit la bonne façon de faire, c'est de mettre des œuvres d'art dans l'espace public, dans la ville, pour, au fond, regarder ça un peu autrement, avec des angles différents. Et on a demandé à des artistes de venir placer dans certains endroits des œuvres adaptées à cet endroit. L'idée, c'est d'avoir une œuvre assez juste, au bon endroit. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui viennent au Havre et qui voient la ville peut-être un peu autrement. Et pour nous, ça a été aussi une façon de montrer que la ville s'était transformée, parce qu'on savait qu'elle s'était transformée. Mais elle conservait l'image d'une ville parfois un peu grise, parfois très industrielle, ce qu'elle est. Mais on voulait montrer qu'elle était aussi une ville où il y a un art de vivre, où on vit très bien, où il y a des couleurs extraordinaires, où il y a une capacité à circuler de façon très libre, où il y a une proposition culturelle exceptionnelle. Et ça, maintenant, les gens le découvrent grâce à Un été au Havre. Et donc on peut, en se promenant tranquillement, voir au sol ou en l'air des œuvres parfois très spectaculaires, comme la Catène, cette œuvre faite à partir de conteneurs, qui est devenue un symbole du Havre, et parfois beaucoup plus intimes, qui viennent comme ça, étonner et obliger à regarder la ville autrement. Alors, je voudrais vous poser quelques questions sur la ville du Havre, ce qu'elle représente pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de l'endroit au Havre où vous vous sentez le mieux? Il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est normal. Dans les endroits que j'aime beaucoup au Havre, il y a d'abord cette bibliothèque que vous avez citée, qui s'appelle la bibliothèque Niemeyer, dont j'ai suivi beaucoup les travaux et dont j'ai tenu à ce qu'elle soit une bibliothèque exceptionnelle. C'est vrai que c'est un peu... J'exagère un peu en disant que c'est mon bébé, mais c'est une forme de fierté assez particulière d'avoir réussi, je trouve, à transformer un lieu culturel exceptionnel, un ancien théâtre, en une bibliothèque assez unique, je dois dire, et assez merveilleuse. Donc c'est vrai que la bibliothèque Niemeyer, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup être sur la plage du Havre, parce que c'est une plage de galets, mais c'est une plage qui est en permanence animée par des bateaux qui passent, pas simplement des bateaux
de plaisance, des voiliers ou des bateaux à moteur, mais aussi des ferries, des paquebots, des porte-conteneurs, donc des bateaux qui sont parfois immenses, des 400 mètres de long, et puis parfois des tout petits optimistes de jeunes havrais qui apprennent la voile. Et dans cette espèce de mélange de lumière, parce que les lumières sont extraordinaires ici avec les reflets des nuages dans l'eau, de bateaux, il y a quelque chose d'assez merveilleux. J'aime le port, j'aime beaucoup les ambiances portuaires. Alors là, c'est beaucoup plus industriel, c'est des containers, c'est des grues, c'est des espaces absolument gigantesques. J'aime beaucoup l'atmosphère portuaire avec les grands porte-conteneurs. Voilà, je vais vous dire, si on commence à parler du Havre, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Est-ce que vous pouvez du coup juste me citer 3 mots qui pour vous décrivent parfaitement la ville du Havre? Juste 3 mots. Lumière, port et béton. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez, donc dernière question, me raconter une anecdote particulièrement marquante que vous avez en lien avec la ville du Havre? Une anecdote marquante. Ah bah oui. Je vais vous donner une anecdote qui est peu connue, qui ne me concerne qu'indirectement, mais qui est intéressante. Vous avez lu Les Misérables? Oui. Et vous savez que le personnage principal des Misérables, c'est Jean Valjean. Oui. Et vous savez que Victor Hugo venait souvent au Havre. Plus exactement, il avait une maison à Villequier, qui est sur la Seine, un peu en amont, où sa fille est morte d'ailleurs, et où est enterrée une bonne partie de la famille Hugo, sur les hauteurs de Villequier, sur l'église de Villequier. Mais il venait souvent au Havre. Et il se trouve qu'au Havre, quelque temps avant la publication du roman Les Misérables, un homme qui avait fait fortune en épousant la fille d'un négociant, d'un armateur, et qui avait repris l'exploitation, on a découvert qu'il avait été bagnard. Et il a été évidemment mis au banc de la société. Et il est enterré au cimetière de Graville, qui est à l'intérieur du Havre, dans l'abbaye de Graville, qui est un endroit extraordinaire. Vous me demandiez des endroits que j'aime. L'abbaye de Graville, c'est merveilleux. C'est dans le Havre, c'est même dans une partie maintenant assez industrielle du Havre, mais c'est un des plus vieux, c'est le plus vieux bâtiment du Havre. Et je dois dire que c'est assez merveilleux. Et il n'est pas du tout impossible que ce personnage, qui a vécu au début du 19e, ait été l'inspiration de Victor Hugo pour Jean Valjean. Et donc, quand je vais au cimetière de Graville, que je vois la réalité portuaire, parce que on a une vue plein sud magnifique, et bien, on peut voir la tombe de celui qui a été l'inspirateur de Jean Valjean. Et pour moi, Les Misérables, c'est un roman qui m'a beaucoup impressionné. Je l'ai lu quand j'étais enfant, et puis je l'ai relu quand j'étais jeune adulte, et puis je l'ai relu encore récemment. Et c'est un roman incroyable. L'idée qu'il y a un lien entre Le Havre et ce roman, pour moi, c'est tout doux, c'est idiot, mais pour moi, c'est un truc extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie.